Salut tout le monde, le peuple vert. Le débrief du match Saint-Étienne-Brest, 3 buts partout, un match plutôt fou, on va le dire. Du coup, pour l'avoir vécu du stade, c'était plutôt cool en termes d'émotion. 3 buts partout, du coup, on va revenir sur ce qui s'est passé pendant le match et sur ce qui va suivre du coup pour l'Aix Saint-Étienne. Donc déjà, le résumé du match, une ouverture du score très précoce de la part des Brestois, par Ludovic Ajorc sur une erreur d'Irvine Cardona qui doit dégager ce ballon, au pire le mettre en touche. Voilà, il rate finalement sa passe. Il a sûrement voulu la mettre entre les jambes du joueur qui était en face de lui. Je ne me rappelle plus exactement de qui c'était. Quoi qu'il en soit, ça mène à ce centre et à cette ouverture du score de Ludovic Ajorc. Une bonne réaction stéphanoise sur coup de pied arrêté, avec du coup cette tête de Nadé qui dévie pour Stassin. Stassin qui frappe, magnifique frappe du pied gauche, barre rentrante, un but partout. Peu de temps après, sur coup de pied arrêté, une sortie ratée de Gauthier Larsonneur, l'égalisation des Brestois. Peu de temps après, sur corner, encore une fois, Cardona qui se rattrape de son erreur et qui plante cette tête au premier poteau. 2 minutes après, le but de Ludovic Ajorc, le doublé, encore une fois sur coup de pied arrêté. Voilà, laissé trop seul au marquage par Ekwa et Bernauer. Ça fait 3-2 pour les Brestois à la pause. Une réaction qui sera tardive pour les Stéphanois en seconde mi-temps, mais le but quand même exceptionnel, le doublé d'Irvine Cardona sur cette passe, il me semble, de Bernauer ou de Nadé, je ne sais plus exactement qui fait la passe, mais un appel parfait, un contrôle exceptionnel et un lob. Alors même si le placement du gardien peut laisser à désirer, un lob magnifique, une explosion dans le chaudron, pour l'avoir vu du coup depuis le COP Nord, l'avoir vu vraiment en face, c'était exceptionnel. Un scénario fou, un point de prix. Dans un premier temps, je vais parler de la performance des joueurs de manière générale. Une première mi-temps où on marque 2 buts, certes, mais n'oublions pas que ce sont 2 buts sur coup de pied arrêté, dont un où a priori il y aurait peut-être une faute sur Ludovic Ajorc. Alors, moi de là où j'étais, je vous avoue que j'ai pas bien vu, et puis quand j'ai regardé les ralentis sur les replays, pour moi c'est pas flagrant, donc pour moi ce but peut être accordé. Ensuite, il y a un deuxième but sur coup de pied arrêté, sur corner, avec une passe D de Davitashvili. Cardona qui la prend parfaitement bien. Maintenant, on prend quand même 3 buts dans cette première mi-temps, et c'est ça que j'ai envie de retenir. C'est qu'on prend 3 buts dans cette première mi-temps sur 3 erreurs. Sur 3 erreurs défensives. Déjà que défensivement, on sait qu'on est un petit peu limité, mais alors là, 3 erreurs défensives qui mènent à 3 buts, c'est quand même compliqué. Il y a la première d'Irvine Cardona, qui, bon voilà, ça peut arriver, mais qui clairement nous met un gros coup derrière la tête. Il y a ensuite la sortie ratée de Larsonneur. Alors j'ai entendu certaines personnes dire qu'apparemment il aurait été gêné par ses défenseurs. Honnêtement, pour moi ce n'est pas une excuse. Dès que tu es un gardien, dans ta surface de réparation sur les coups de pied arrêtés, tu es le patron. Donc si tes défenseurs t'ont gêné sur une action, c'est que tu n'as pas été assez imposant, tu n'as peut-être pas crié suffisamment fort, tu ne t'es pas assez montré, donc tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et ensuite, le troisième but brestois, une nouvelle erreur. Déjà, on ne doit jamais concéder ce coup franc, mais bon, ça c'est quelque chose que... On a concédé beaucoup de fautes dans ce match, les Brestois aussi en ont fait beaucoup. Et puis, il y a Ludovic Ajorc, vraiment tout seul, qui n'a même pas besoin de sauter, parce que ni Ekwa ni Bernauer qui sont autour de lui ne vont vraiment le gêner. Il place sa tête tranquillement. Larsonneur, bon, sur celle-là, il ne peut pas vraiment faire grand-chose, hein, elle est plutôt bien placée. On prend ce troisième but, juste après l'égalisation de Cardona, ça nous met un sacré coup derrière la tête. Donc moi, si je dois faire un bilan de cette première mi-temps, il est plutôt mauvais. Il est plutôt mauvais parce que oui, on marque 2 buts et c'est très positif, mais encore une fois, les attaquants, on en a parlé dans l'avant-match, c'est pas notre point faible. Notre point faible, c'est la défense. Et dans un match où on marque 3 buts à domicile, on n'a pas gagné. C'est ça qu'il faut quand même se mettre en tête. On a marqué 3 buts à domicile et on n'a pas gagné. Ensuite, en seconde mi-temps, j'ai trouvé que les Verts, on est resté au vestiaire quand même pendant un petit moment. Il y a ce but de Cardona exceptionnel à la 80e minute qui nous remet dedans et qui nous fait croire que c'est possible. Mais c'était un petit peu trop tard, je pense. Et puis il y a eu aussi des faits de jeu, on va en reparler, qui font que on aurait peut-être pu aller arracher cette victoire finalement dans la fin de match. Mais comme Brest, hein, il y a l'action de Mady Camara à la dernière minute qui aurait pu nous achever définitivement. Et heureusement qu'on ne prend pas ce but. Je ne parle pas d'un point de vue mathématique, d'un point de vue des points, je parle d'un point de vue mental. Heureusement qu'on ne prend pas ce but de Camara à la fin. Donc si on doit faire un bilan du niveau des Verts sur ce match, j'ai quand même envie de dire que c'est plutôt positif, dans le sens où on prend un premier coup derrière la tête, on arrive à revenir un petit peu contre le cours du jeu.
On s'en reprend un juste après sur une erreur. On arrive à égaliser. Juste après, on en reprend un. Et on arrive tout de même à ne pas perdre ce match. On a été mené 3 fois au score. On est revenu 3 fois. Et je trouve ça vraiment fort de la part des Verts d'un point de vue caractère. Maintenant, je vais parler un petit peu des Brestois. Et je vais vous dire que j'ai été assez surpris. Pas par leur niveau, pas par ce qu'ils ont proposé sur le terrain, mais par leur comportement. Je pensais sincèrement, alors je suis peut-être dans mon monde de je sais pas quoi, mais je pensais sincèrement que les Brestois n'étaient pas autant des petits cons que ça. Pardon pour l'expression, mais que ce soit les gardiens ou que ce soit les joueurs de manière générale, ils ont été mais d'une malveillance, je trouve, et d'un comportement assez déroutant, j'ai envie de dire. Voilà, ils ont fait tout pour gagner du temps, ils ont cherché un petit peu nos joueurs pour avoir des petits litiges. J'ai trouvé ça vraiment dommage de leur part, parce que je pensais que c'était une équipe qui valait mieux que ça, tout simplement. Donc je suis un petit peu déçu de la part des Brestois. Alors maintenant, j'aimerais quand même parler d'un sujet qu'on évoque souvent, mais qui de toute façon est présent chaque week-end devant nos petits verts et dans la Ligue 1 de manière générale, c'est l'arbitrage. L'arbitrage de ce match, j'ai pas envie de dire qu'il a été mauvais, mais il y a deux actions en particulier qui me font dire que l'arbitrage n'a pas été bon pour autant. Premièrement, c'est une action qui aurait pu paraître anodine, c'est aux alentours de la 70-75e minute. Cardona fait une faute. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment faute déjà? Ça, c'est c'est à revoir. Il fait une faute vers le poteau de corner du côté des Brestois, vers leur surface de réparation. Mais vraiment au niveau du poteau de corner, hein. En tout cas pas loin, on a même la trace sur le terrain qui le prouvait. Ça traîne un petit peu parce qu'il y avait un blessé, je crois, à l'autre bout, de l'autre côté, dans la surface de l'Arseneur. Et le gardien, donc Bizot, le gardien brestois, il reprend le jeu au-delà de sa surface de réparation. Je répète, hein, la faute, elle était au niveau du poteau de corner. Il a repris le ballon au-delà de sa surface de réparation. Que ce soit l'arbitre de touche, que ce soit les joueurs, que ce soit l'arbitre central, personne n'a rien dit. Il n'y a que nous, supporters, qui l'avons remarqué. Alors vous allez me dire, c'est une action anodine. Mais non, parce que sur l'action, Brest, ils font une barre. Si on prend le but à ce moment-là, c'est fini. Et le match, on revient pas, on prend pas un point. Et on perd le match 4 voire 5-2. Parce que Brest, ils peuvent encore appuyer après. Donc déjà ça m'a un petit peu saoulé. Et puis ensuite, il y a une autre action. Alors je ne l'ai pas revue au ralenti, donc je vais vraiment dire ça avec beaucoup de pincettes. Une fois qu'il y a 3 buts partout, donc déjà il y a la barre de David qui va me hanter pendant un long moment si on ne se maintient pas. Mais il y a aussi cette occasion sur Cardona qui s'écroule dans la surface. A priori, moi de là où je suis, comme je vous l'ai dit, j'étais côté Cop Nord, j'ai l'impression qu'il se fait accrocher le pied. A priori, les personnes qui étaient devant leur télé, qui ont commenté sur les réseaux, pour eux, ils sont quasiment tous unanimes, il y avait penalty. Que fait l'arbitre? Que fait la VAR? On se répète, hein, encore une fois, c'était déjà le cas le week-end dernier contre Lens avec Wadji qui a pris un coup de crampon ici, avec Bouchouari qui s'était fait tacler très violemment contre le Stade Rennais à Geoffroy Guichard. Mais en fait, on se répète, mais finalement, l'arbitrage, c'est toujours pareil. Et je parle pas que pour Saint-Etienne, je parle pour le football français, pour la Ligue 1 de manière générale. On a des arbitres qui sont incompétents et je suis vraiment navré de le dire. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas se cacher derrière ça. On doit être capable d'aller marquer autrement que par des faits de jeu. Donc on ne peut pas rejeter entièrement la faute sur les arbitres, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. On est déjà l'équipe qui a concédé le plus de pénaltys. Alors certains sont légitimes, hein, la plupart même, mais il y en a où sincèrement, je pense à des pénaltys contre l'OM par exemple, qui n'ont pas lieu d'être et qui pourtant ont été sifflés. Ça fait chier, honnêtement ça fait chier. Maintenant on va parler des tops et des flops de ce match. Donc, moi j'ai 3 noms qui viennent en top et 2 en flop, on va commencer par les flops. Dans un premier temps je mettrai l'Arseneur, parce que je ne l'ai trouvé pas du tout rassurant sur ses sorties aériennes, ça nous a d'ailleurs coûté un but. Et sur le premier but, j'ai l'impression qu'il peut faire mieux, qu'il peut mieux boucher son angle. Après, ça va un petit peu vite, c'est vrai. Mais pour moi, il peut faire mieux. Il peut sincèrement faire mieux. Et en deuxième flop, ça me fend le cœur de dire ça parce que je l'aime beaucoup, mais je vais mettre Mouefek. Mouefek qui a été en fait tout simplement inexistant. Il a fait 17 passes dans le match. 17 passes pour un milieu de terrain, c'est ridicule, vraiment. 17 passes, et puis au-delà de ça, il n'a pas gagné de duel, il a perdu pas mal de ballons, il était vraiment pas... Enfin, c'était pas un bon jour pour lui, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'Orneland a décidé de le remplacer par Tardieu. Orneland qui a fait qu'un seul changement d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étonnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce choix tactique, même si on
Je vais répéter un petit peu ce que j'avais dit dans l'avant-match. En Hollande qui ne change pas de tactique, pour moi c'est inquiétant. On voit, on prend des valises, on prend 3 buts notamment à domicile, on prend des buts tous les week-ends, mais il ne change pas sa tactique. À un moment donné, il va falloir trouver un compromis entre l'attaque et la défense. Il va falloir trouver une solution, quelque chose, pour qu'on arrête de se prendre 3 buts à domicile. C'est quand même fou aujourd'hui de se dire qu'on a marqué 3 buts à domicile et qu'on n'a pas gagné ce match. Maintenant, on va passer au top. Donc, je mettrai déjà Cardona. Cardona qui, malgré son erreur et son inefficacité, j'allais dire, sur le terrain en première mi-temps, il marque quand même un sacré doublé. Il se rattrape bien, on va dire, de son penalty raté face à Lens et de sa première mi-temps. Alors même s'il marque sur le corner, hein, je suis d'accord, mais je trouve qu'il avait quand même perdu beaucoup de ballons et puis il est fautif sur le premier but. Il se rattrape bien, donc je le mettrai en top. Puis Cardona aussi, il faut le dire, c'est les émotions avec ce qu'on a vécu l'année dernière grâce à lui. Le voir marquer un doublé à Geoffroy Guichard, c'est toujours plaisant. Donc rien que pour ça, je le mets en top. Je mettrai également Bouchoirie. Bouchoirie qui a fait un très très bon match comme d'habitude finalement. Voilà, il a fait une cinquantaine de passes réussies. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de duels gagnés, beaucoup de passes et des passes clés, beaucoup de situations où il arrive à se sortir de 3 joueurs qui sont autour de lui, il arrive à quand même garder la balle. Donc Bouchoirie, je le mets dans les tops et je mettrai également Lucas Tassin. Pas pour le match en lui-même, mais pour la continuité. Parce que Tassin, il a été beaucoup critiqué quand il est arrivé parce qu'il ne trouvait pas le chemin défilé. On lui a mis beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et aujourd'hui, il marque à quasiment tous les matchs. C'est un joueur indispensable au 11 de Eric Horneland. Donc rien que pour ça, et pour son but également, qui était quand même pas si facile à mettre que ça, je le mets dans les tops aujourd'hui. Maintenant, on va parler des autres résultats de ce week-end, ceux qui nous intéressent particulièrement, donc les équipes, nos concurrents, hein, les équipes qui jouent le maintien. Donc déjà, il y a eu le premier match, c'était Lens-Reims. Euh, voilà. Vous savez quoi? Voici tout simplement pourquoi on peut être énervé de cette victoire rémoise. 2 tirs cadrés et ils arrivent quand même à gagner ce match 2-0. Lens qui a poussé tout le match et qui n'a pas réussi à trouver la faille. Ça fait chier parce que Reims nous prennent des points. Reims ils nous prennent 2 points et donc ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. C'était une équipe qui avait l'habitude de tout perdre et qui là sont sur 2 victoires de suite, si je dis pas de bêtises. Donc c'est énervant, c'est très énervant. Ensuite, en simultané, il y avait Angers, Montpellier et Le Havre-Rennes. Donc merci aux Rennais d'avoir éclaté les Havrais, avec en plus 2 erreurs du gardien havrais Mathieu Gorgelin, ancien Lyonnais. Dès qu'on est vert, ça fait toujours plaisir, hein, évidemment. Et par contre, on part sur une note un peu plus négative, c'est la victoire de Angers contre Montpellier. Bon, honnêtement, j'avais très peu d'espoir en ce que les Montpelliérains fassent quelque chose dans ce match, malgré leur nouveau coach, Zoumana Camara. J'avais aucun espoir qu'ils vaillent ne serait-ce qu'accrocher un seul point. Mais ce qui est dramatique, c'est que je pense que Angers aurait même pu appuyer encore plus sur ce match. Donc bon, on savait qu'Angers allait prendre 3 points. Ils se relancent, ça peut être un ascendant psychologique pour eux. À voir du coup comment ça va se poursuivre pour nos concurrents. Je sais que Le Havre a un calendrier très chargé et avec des grosses équipes. Ils vont affronter le PSG normalement à la prochaine journée. Après, en ce qui concerne Reims et Angers, je ne me rappelle pas qui ils vont affronter. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'ils prennent 2 points. Ça, on le sait et ce sera aussi à nous d'en prendre. Le prochain match, on en parlera évidemment dans l'avant-match qui sortira du coup soit vendredi, soit samedi. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin et la légitimité de vous présenter ce match si important pour le peuple vert, le derby face à nos cruels voisins lyonnais? À la fin du match, le capot des Magic leur a fait un discours aux joueurs. Il a parlé notamment du derby et du fait que oui, on était inférieur à eux, mais qu'il fallait tout donner, qu'il fallait se la buter sur le terrain, qu'il fallait leur casser les jambes. J'espère que ce discours, il va bien résonner dans leur tête aux joueurs. Parce que j'ai l'impression qu'au match aller, certains joueurs qui ne sont pas formés au club n'ont pas pris conscience de l'importance de ce match. Cette fois-ci, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut aller gagner ce putain de derby. Il n'y en aura peut-être pas l'année prochaine en plus, on le sait. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher cette victoire par n'importe quel moyen, par un coup de pied arrêté, par je ne sais quoi. Mais il faut qu'on aille gagner ce match. C'est tellement important pour le peuple vert. C'est tellement important pour l'humeur de tous nos supporters. C'est tellement important pour les joueurs, pour la fin de saison, pour espérer y croire encore. Ça peut être un tournant. Je serai évidemment au stade. J'ai reçu d'ailleurs le micro pour pouvoir faire des interviews. Donc on en fera avant et après le match. En espérant évidemment que l'on gagne évidemment ce derby. Je ferai peut-être d'ailleurs un petit vlog sur le match parce que je vais y aller avec pas mal de monde en famille.
peut-être pouvoir interviewer certains proches pour savoir ce qu'ils en pensent de ce match. Et puis ils pourront vous donner du coup leur ressenti à eux. Ça va être intéressant de débattre là-dessus. Bref, on va arrêter de parler du derby. Il y aura une vidéo spéciale dessus, évidemment, l'avant-match, qui sortira du coup, comme je vous l'ai dit, soit vendredi, soit samedi. Et ensuite, du coup, il n'y aura plus qu'à. Il y aura plus qu'à. Allez les Verts, il faut continuer à y croire, même si la situation est toujours compliquée. On est toujours en pleine crise, hein, on va se le dire. Mais il faut continuer à y croire jusqu'au bout. Ça va le faire. Allez les Verts.